Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Vasseur, longtemps productrice à Radio France, et là qui nous écrit. Voilà, je commence très bien l'émission. Qui écrit? Mais j'ai tellement aimé que je dis nous. Nadine Vasseur, bonjour. Bonjour. Un livre exceptionnel, un ouvrage sur Simone Veil, vie publique, archives privées. Un livre exceptionnel avec des documents qui ne le sont pas moins. Un livre qu'on lit avec beaucoup d'attention. Au départ, on se dit oui, bien sûr, Simone Veil, je connaissais. Sauf que dès la première ou la deuxième page, on plonge dans le livre et on ne peut plus s'arrêter. Alors, chère Nadine Vasseur, vous savez qu'en hébreu ou en yiddish, on lit de droite à gauche. Donc, nous, on va commencer de droite à gauche ce livre. Une fois n'est pas coutume, mais j'avais envie de commencer par dire que vous remerciez l'auteur, donc l'auteur et l'éditeur, remercie Jean Veil et Pierre-François Veil pour leur confiance et leur soutien. Sur un livre comme celui-là, quand on sait comment la famille Veil tient à l'image de sa mère, de Simone Veil, c'est quand même une véritable caution et je crois qu'on peut commencer par là. Écoutez, merci de commencer par là, Lise Gutmann. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce livre n'aurait pas pu se faire sans les enfants de Simone Veil, puisque c'est un livre qui plonge notamment dans les archives privées de Simone Veil qui sont déposées aux archives nationales et auxquelles on ne peut avoir accès qu'avec l'autorisation des ayants droit, c'est-à-dire de Jean Veil et de Pierre-François Veil. Et donc, ils m'ont fait confiance. Il se trouve que j'avais interviewé dans un livre précédent Pierre-François Veil, qu'il avait été content du résultat et que du coup, ils m'ont fait confiance sur ce nouveau livre et qu'ils m'ont aussi donc confié des photos de famille qui illustrent également ce livre. Et puis l'autre chose, je dois avouer que j'ai été extrêmement touchée parce qu'à la sortie de ce livre, l'un et l'autre m'ont téléphoné pour me remercier et pour me dire. Alors c'est important. Voilà. C'est important parce que qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, souvent tout et n'importe quoi, sauf que vous, c'est presque un ouvrage d'historien, journaliste et historien que vous avez fait. Oui, alors je pense qu'il y a la place pour un historien de vraiment explorer. Vous savez, les archives, il y en a 450 cartons. Ah oui, c'est-à-dire c'est des archives absolument phénoménales. Je mentirais si je disais que vous avez exploré les 450 cartons. J'ai travaillé et c'est aussi une personne que je remercie à la fin du livre, Madame Constance de Vergnette, qui est aux Archives nationales, qui est chargée du fonds privé Simone Veil, et avec elle, on s'est orientés toutes les deux. Bon, je savais un peu à l'avance quand même ce que je cherchais parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup d'entretiens, j'ai visionné beaucoup d'émissions de télévision où elle a témoigné et donc elle parle quand même par-ci par-là, par petits bouts de certains documents, donc je savais que ceux-là je les cherchais. Après il y a eu des découvertes. Bien sûr. Mais alors on va en parler de tout cela. Je crois que je n'ai pas dit et je m'en excuse que c'est paru chez Tohu Bohu Éditions, c'est important de le préciser. Alors Simone Veil, vie publique, archives privées, un ouvrage à la fois passionnant mais aussi passionné. D'où vous est venue l'idée de faire cet ouvrage, d'écrire? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons précises? C'est vrai que vous avez suivi sa carrière. Bien sûr, j'ai suivi sa carrière. Simone Veil est une personne qui m'a toujours passionnée, fascinée. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort, j'ai écrit à son fils que je connais un peu. On a échangé. Enfin, j'ai été très touchée personnellement par cette disparition. Et surtout, je me suis dit à ce moment-là, quel dommage que j'ai jamais rencontré Simone Veil. Voilà, quand je travaillais à la radio, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais je n'ai jamais rencontré Simone Veil d'un seul coup. Moi, oui, j'ai même interviewé. C'est vrai. Alors, c'est vrai que ça m'a touchée d'autant plus. Vous avez de la chance parce que moi, d'un seul coup, je me suis dit, mais voilà, il est trop tard, je l'ai pas rencontré. Et puis après, comment ça s'est fait? Cette idée m'est venue parce qu'il faut dire aussi que l'éditeur Tohu Bohu, qui était mon ancien éditeur Jacques Binstock aux éditions du Seuil, qui a dirigé pendant longtemps tous les livres illustrés au Seuil,
a fabriqué, a réalisé ces dernières années quelques livres réalisés avec la famille sur des grandes personnalités du XXe siècle. Il en a fait un sur Jacques Chirac et il en a fait un notamment sur François Mitterrand, un sur De Gaulle. Et donc ce sont des livres qui ne peuvent se faire qu'avec l'accord et la complicité de la famille. Donc d'un seul coup, je me suis dit, mais voilà, il faut faire la même chose sur Simone Veil. Oui. Ouais. Alors Simone Veil, en fait, de mémoire, vous l'avez toujours admirée? Oui, je l'ai toujours admiré. Je l'ai toujours admiré, évidemment, pour la loi sur l'IVG. Bon, j'étais très jeune à cette époque-là, mais je m'en souviens, je pense, comme toutes les femmes. Oui. Je l'ai admiré pour son courage à témoigner. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ce livre, j'ai à nouveau visionné l'émission des Dossiers de l'écran en 1979, où elle témoigne après la projection d'Holocauste, où ce jour-là, c'est la première. Bon, elle a déjà témoigné de manière plus confidentielle dans un documentaire formidable d'ailleurs réalisé par Jean-Émile Janson, mais ce jour-là, c'est les Dossiers de l'écran. À cette époque, il y avait 2 chaînes de télévision, il n'y avait pas plus. Et on était tous scotchés devant il y a la moitié de la France qui était devant sa télévision et qui entend Simone Veil raconter, très belle, comme toujours, dans son tailleur et sa coiffure parfaite, l'horreur des camps. Et ce jour-là, ça a été un séisme en France. Ça a été un séisme, d'autant plus que on n'en parlait pas beaucoup de cela à l'époque. On n'en parlait pas du tout. Ah ben voilà, oui, on n'en parlait quasiment jamais, sauf dans les milieux concernés, etc. Mais sinon, on ne parlait pas aux infos, etc. Il y avait une espèce de chape de plomb. Je rappelle que, par exemple, les archives de l'assistance publique n'étaient pas ouvertes en 79, qu'il fallait se battre pour avoir la moindre info. Absolument, c'est jusque dans milieu des années 70, fin des années 70, et elle a joué un rôle essentiel. D'ailleurs, elle a dit souvent qu'elle s'était servie de sa notoriété pour témoigner partout le plus elle pouvait, parce que elle, on l'invitait, on lui donnait la parole, et donc parce qu'elle s'était promis, comme beaucoup d'ailleurs de rescapés des camps, de témoigner pour ceux qui ne sont pas revenus. C'était une promesse, et elle l'a fait de manière incessante et extrêmement précieuse. Et d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de ces témoignages au fil du temps, parce qu'à différentes époques de sa vie, et au fur et à mesure, il y a d'autres souvenirs qu'elle n'avait pas au départ qui lui reviennent. Enfin, c'est à la fois la même chose et jamais la même chose. Et c'est comment dire, elle aimait pas du tout le mot travail de mémoire. Hein. Elle détestait cette expression. Elle dit, la seule chose importante, c'est de témoigner et de transmettre. Il n'y a pas, et donc elle s'y est vouée de manière extrêmement entière et magnifique. Oui, vraiment. Alors, 13 chapitres, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas simplement, il y a des documents, je veux dire, écrits. Il y a par exemple, au milieu du livre, son discours pour la loi sur l'IVG. Il y a beaucoup d'autres choses également. Le manuscrit autographe, le manuscrit plutôt tapuscrit, corrigé de sa main. Corrigé de sa main, c'est énorme, c'est hyper émouvant. Il y a des photos qu'on ne connaissait pas. Elle jeune, elle moins jeune, elle avec les présidents avec lesquels elle a travaillé, pour lesquels elle a été ministre, des photos de vacances aussi, des photos de famille. Enfin, c'est énorme. Et du coup, on comprend beaucoup mieux l'univers, je trouve, de Simone Veil, qui était une femme finalement à poigne, mais très réservée, sur la réserve en permanence. Elle avait peut-être de quoi être méfiante aussi quand on a vécu ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai que là, vous la cernez, je trouve que vous cernez son univers d'une façon assez exceptionnelle. Écoutez, merci. Non, c'est vrai. Pour quelqu'un qui ne l'a pas rencontrée, c'est quand même formidable. Alors c'est vrai qu'en travaillant sur elle, j'ai eu une espèce d'empathie, parce que je pense en fait, c'est évidemment, ce livre suit en grande partie un fil chronologique, mais c'est avant tout pour moi une sorte de portrait tel que moi je l'aperçois. J'ai essayé de cerner cette personnalité complexe qui est effectivement assez secrète, qui a beaucoup témoigné, mais où il y a beaucoup de retenue chez elle, beaucoup de modestie. Enfin, il y a une phrase de Jean-Louis Borloo que j'adore à la mort. Il a été formidable à la mort de Simone Veil. Il a eu quelques phrases magnifiques. Il a parlé de cette femme qui était tout sauf narcissique. Oui, c'est vrai.
Et c'était d'abord, elle aurait pu être tellement narcissique. D'abord, elle était si belle, elle était si intelligente, elle avait tellement réussi. Et donc, cette absence de narcissisme est à la fois en même temps formidable, un peu mystérieux, la rend difficile à atteindre. C'est quelqu'un qui se protège. Voilà, donc j'ai essayé de l'approcher. Voilà, dans ce livre, j'ai tenté de l'approcher à ma manière. Je ne sais pas si j'y suis parvenue. Oui, alors, je pense que oui, mais bon. Mais à propos des documents, je voudrais le dire parce que c'est une des choses qui a énormément touché ses fils. Il y a dans le livre notamment un discours, je crois que c'est un discours pour l'Europe, au moment où elle se présente pour la présidence du Parlement européen. Et ce discours est annoté de la main d'Antoine Veil. Et ça... Alors son mari. Voilà, son mari. Duquel elle était très proche et dont la disparition a fait un séisme dans la vie de Simone Veil, on peut le dire. Oui, bien sûr, et on a tendance parfois, bon évidemment c'est elle qui était dans la lumière, mais de dire bon c'était Monsieur Simone Veil, c'est comme ça qu'on l'appelait. D'ailleurs ça me faisait beaucoup rire. Il avait énormément d'humour et tellement d'intelligence face à la réussite de sa femme. Mais on se rend compte qu'il n'était pas que Monsieur Simone Veil. Il a été il a fait beaucoup de choses lui, dans sa vie politique. Il a corrigé ses discours. C'était une collaboration. Je pense qu'il a joué un rôle essentiel. Mais il a pas fait que ça. Il a pas seulement joué un rôle essentiel. Il avait sa carrière et qui n'était pas des moindres. Oui, il a été un grand chef d'entreprise. Mais disons, pour la carrière de Simone Veil, on voit dans ses documents qu'il a joué un rôle. Voilà. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est très, très important parce que voilà, les êtres exceptionnels ne sortent pas d'un chapeau tout seuls. Non, bien sûr. Il y a aussi tout ce qui les entoure, tous leurs proches. Bien sûr. Alors, 13 chapitres, ce n'est pas rien, comme je le disais. On fait un peu le tour de tous les temps forts de la vie de Simone Veil. L'enfance, la déportation, je ne vais pas citer les 13 chapitres. Elle a eu une enfance heureuse. Elle a eu une enfance extrêmement heureuse, elle l'a toujours dit, une enfance d'abord parce qu'elle adorait sa mère, c'est quelque chose dont elle a tellement parlé, c'était le personnage socle de sa vie, qui a dit si j'ai fait quelque chose de ma vie, c'est grâce à ma mère qui m'a donné cet amour, cette énergie, c'est évidemment, elle dit c'est le personnage le plus important de ma vie, elle l'a dit tout au long de sa vie. Et puis évidemment, ses sœurs, son frère, Nice, le soleil, la mer, la campagne, les scouts. Alors les scouts, justement, elle n'avait pas une éducation très juive. Elle était chez les scouts, je crois, libéraux. Les éclaireurs. C'était pas les éclaireurs juifs. Pas du tout. Elle n'a pas eu une éducation qu'on appelle aujourd'hui très juive. Non, pas du tout. Elle a eu une éducation absolument pas juive. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes assez drôles où elle raconte que, je sais plus, un jour de Yom Kippour, on les a vus en train de manger une choucroute, je sais pas où, et qu'ils se sont fait disputer par des gens qui les avaient vus. Enfin, ils n'allaient jamais à la synagogue, ils n'y connaissaient rien. Simplement, pour eux, mais ils ne reniaient absolument pas le fait d'être juifs. Ah non, pas du tout. Et c'était plutôt un rapport culturel, et notamment pour son père, qui était un grand lecteur, un grand amateur de livres. Voilà, c'était pour lui la culture, les livres, c'était cet attachement-là. Et d'ailleurs, il avait eu cette phrase, il avait dit « je ne pouvais épouser qu'une juive ou qu'une aristocrate. C'est les seuls qui ont un rapport depuis longtemps aux livres. » Ah oui, c'est beau, c'est très très beau. Elle a été déportée en juin. Non, c'était en... C'était en 44. Oui, c'était en 44. Voilà. C'était juste après avoir passé le baccalauréat qui avait été beaucoup plus avancé. Donc c'était en juin 44. Non, parce que le bac a été avancé en mars. Ah, parce qu'ils attendaient le débarquement dans le sud de la France. Et donc, les écoles ont fait passer le bac plus tôt. C'était au mois de mars et elle a été arrêtée fin mars. Oui. Excusez-moi, la date exacte. Oui, bien sûr. Et en fait, vous nous expliquez que elle a appris qu'elle avait eu le bac
au retour de déportation. Oui, puis elle est arrêtée 2 jours après les épreuves du bac. Elle se promenait dans Nice et elle s'est fait arrêter. Donc, elle a été déportée de Drancy, Auschwitz. Et bon, après tout ça, elle était embarquée dans une autre histoire. Et c'est à son retour, oui, qu'elle apprend qu'elle a le bac. Bon, elle rentre complètement déphasée. Enfin, c'est terrible, le témoignage, mais ça qu'on trouve dans Une vie aussi, qu'elle raconte. Bien sûr. Qu'elle savait plus comment on dormait sur un lit, qu'elle dormait par terre. Pendant un mois, qu'elle voulait se cacher. Elle savait pas quoi faire de son corps, de son être, elle était complètement, elle savait pas si elle allait devenir, et voilà. Vous la citez dans le livre, vous dites que justement quand elle est revenue quand elle a été libérée, c'est dans le regard des soldats qui la libéraient qu'elle a compris qu'ils n'avaient plus de corps, ni les uns ni les autres, et qu'elle a compris l'état physique dans lequel ils étaient. Oui, parce qu'elle elle dit effectivement qu'elle avait à peine 18 ans et qu'elle avait l'air d'avoir plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ouais, c'est épouvantable. Alors, Nadine Vasseur, on va rester ensemble et on se retrouve juste après la pause. Nouveau sur Judaïk FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïk FM. Et l'on retrouve mon invitée ce matin, Nadine Vasseur, pour son ouvrage Simone Veil, Vie publique, vie privée, paru chez Tohu Bohu Édition. Alors, nous avons commencé à évoquer, mais c'est vrai que en une émission, on n'y arrivera pas, Nadine Vasseur. Il faut absolument se procurer ce livre. C'est un livre à lire, à transmettre, bien entendu. C'est un travail énorme pour notre mémoire à tous, même si c'était un terme qu'elle n'aimait pas. Pas mémoire, c'est pas mémoire qu'elle aimait pas, c'est travail de mémoire. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai appris quelque chose aussi en lisant votre livre. J'ai appris qu'elle avait été fascinée par mai 68 et vous évoquez sa rencontre avec Danny Cohn-Bendit. Oui, alors c'est effectivement... Simone Veil, elle est difficile à cerner politiquement, parce que elle a fait partie de gouvernements de droite, celui de Giscard, celui de plus loin après de Balladur. Elle a fait passer la loi sur l'avortement grâce à l'opposition de gauche. Elle avait des positions sociétales de gauche. Bon, donc c'est un peu... Mais en 68, effectivement, à ce moment-là, elle travaille au ministère de la Justice et elle est fascinée par mai 68 parce qu'elle sent bien que la société française est sclérosée, que surtout dans le milieu où elle travaille de la justice, elle est extrêmement sévère sur ce milieu qui sent le moisi à l'époque. Bien sûr, les gens qui sont absolument pas ouverts sur la société, qui comprennent rien aux évolutions de la société. Donc, elle est très, très, très intéressée et assez enthousiaste pour ce mouvement. Surtout qu'elle habite en plein quartier latin, elle habite rue Danton, en plein quartier latin, et donc, elle regarde les manifs, etc. Bon, c'est vrai que elle aura une réticence à partir du moment où il y aura des slogans du genre CRS-SS, là. Elle est pas... Elle est plus d'accord. Elle est plus d'accord. Elle est plus d'accord à partir du moment où il y a trop de casseurs, etc. Mais la révolte des étudiants, la révolte en fait, d'une partie de la société contre la sclérose, la société française, elle est totalement pour. Mais même si elle a des réserves, quand il y aura les élections qui suivent et où on sait que la France a viré très à droite en réaction, elle n'a pas. Elle est restée au centre. Elle a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction en même temps excessive. Et donc alors la rencontre avec Cohn-Bendit, elle a lieu plus tard. Elle a lieu bien sûr qu'elle a lieu plus tard. Au Parlement européen. Mais en tous les cas, on a vu. Enfin, vous mettez une très belle photo. C'est une rencontre, on pourrait dire attendrie, et de l'un et de l'autre. Oui, c'est intéressant. C'est une très très belle photo. Oui, elle l'a pas rencontré bien sûr en 68. De toute façon, en 68, il est resté très peu à Paris puisqu'il a été très vite expulsé, il faut le dire. Oui, c'est une très très belle photo, effectivement, très affectueuse entre les deux. Je ne sais pas, je pense que Daniel Cohn-Bendit, je pense qu'il a parlé d'ailleurs à la mort de Simone Veil. Oui, il me semble. Absolument. Et, alors, il y a un des chapitres sur lesquels vous souhaitez témoigner, c'est combattre la haine. Oui, parce que c'est aussi un chapitre, je pense, où on apprend des choses qu'on ne sait pas sur Simone Veil. C'est-à-dire qu'on sait que Simone Veil s'est beaucoup battue, évidemment,
pour la mémoire des Juifs déportés, contre l'antisémitisme. C'est un combat essentiel de sa vie. Elle est à l'origine de la FMS, je le rappelle, mais oui, on le sait. Elle est à l'origine du mémorial... Oui, du mémorial. Enfin, elle fait partie du comité. Elle a été présidente du mémorial de la Shoah, etc. Bon. Mais il y a d'autres combats qu'elle a menés, et notamment le combat pour la reconnaissance du génocide des Tziganes. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais lâché de sa vie, puisqu'à Auschwitz, elle a vu aussi les Tziganes déportés, exécutés, et donc elle a œuvré pour la reconnaissance par l'Allemagne du génocide des Tziganes. Enfin, c'est quelque chose dont elle a parlé toute sa vie, et auquel on la voit d'ailleurs une photo d'une cérémonie à Bergen-Belsen en hommage aux victimes tziganes. Et puis l'autre combat qu'on connaît mal, c'est pour les Algériens. Elle était au ministère de la Culture, chargée de l'administration pénitentiaire, et elle est envoyée par un ministre de l'époque, Edmond Michelet, en pleine guerre d'Algérie, qui était lui aussi un ancien résistant. Elle est envoyée pour visiter les prisons. Et voir dans quel état les prisonniers sont détenus, les prisonniers du FLN, puisque Michelet... Alors ça, je l'ignorais complètement. Quand j'ai lu ce chapitre, je ne savais pas ce qu'elle avait fait en Algérie. Non, mais c'est incroyable. Et donc Michelet lui dit, allez voir l'état des prisonniers, parce qu'il avait peur qu'elle soit exécutée de manière sommaire par l'OAS. Elle va voir, elle fait un rapport catastrophique, et c'est grâce à elle que des centaines de prisonniers vont être rapatriés pour purger leur peine en France, et donc ne pas être exécutés de manière sommaire et détenus dans des conditions aussi décentes, puisque la torture se pratiquait dans les prisons algériennes, on le sait. Bon. Et donc ça, c'est un document, on en trouve des traces dans les archives, mais il y a aussi des témoignages à sa mort d'un ancien militant du FLN qui se souvient. Très émouvant. Alors moi, je peux pas lire ce texte sans pleurer, parce que cet ancien détenu qui était dans les fin des années 50 en prison, à la prison de Fresnes, et il faisait la grève de la faim avec d'autres détenus pour être reconnu comme prisonnier politique, avoir le statut de prisonnier politique. Il dit, j'ai entendu parler de Madame Veil, une ancienne déportée qui œuvrait pour nous, etc. Il lui rend un hommage qui est tellement beau. Ouais, je sais. Je l'ai lu hier soir. J'étais très émue. Non, mais c'est tellement magnifique. C'est paru là en 2017. Et je pense que le combat, et puis plus tard aussi, alors qu'on voulait renvoyer des travailleurs algériens, 500 000 travailleurs algériens qu'on avait fait venir pour travailler. Je pense que c'est sur le gouvernement donc là, c'est avec le ministre Lionel Stoléru. Elle a empêché que le gouvernement les renvoie en Algérie. Donc c'est quand même des actions. Enfin, je pense qu'ils sont très méconnus de Simone Veil. Et grâce à vous, on a les documents, on a l'explication, et c'est vrai que personnellement, je l'ignorais, ce dont je vous remercie. Parce qu'elle ne s'en vantait pas. Elle ne s'en vantait pas, mais jamais. C'est vrai. Et de toute façon, je pense qu'elle ne s'est jamais vantée de tout ce qu'elle a fait, et qu'elle considérait que c'était peut-être son chemin de vie, et que c'était naturel. En tous les cas, rien n'est naturel dans ce domaine, et le travail, elle l'a fait. Oui, absolument. D'ailleurs, je crois que c'est Annick Cogent qui lui demandait dans le livre qu'elles ont fait ensemble sur la loi sur l'IVG, de quoi êtes-vous le plus fier? Elle répond de rien en particulier. Oui. Alors, ou bien quand elle dit quelles sont vos héroïnes préférées, elle répond celles qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est vrai. Ça c'est Simone Veil. Oui. Ouais. On parle de Marceline Loridan? Absolument. Avec Simone Veil, vous l'évoquez. Il y a une photo d'ailleurs que je ne connaissais pas où Marceline est très très jeune. Elle a les cheveux courts raides. Et c'est une des photos, je l'imaginais pas comme ça. Oui, c'est une émission. Alors c'est une émission que j'ai adoré regarder, parce que Simone Veil est jeune ministre récemment ministre de la Santé, donc dans les années 75, et elle est invitée sur une émission de télévision pour être interviewée sur sa fonction de ministre. Et soudain, invitée surprise, arrive Marceline Loridan. Et c'est magnifique parce que Marceline lui dit bonjour, comment ça va?
Et Simone Veil lui répond « Ça va bien puisque t'es là ». Et c'est un moment d'amitié extraordinaire. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est que Marceline Loridan, elle vient présenter son film sur Mao, qu'elle a fait avec Ulysse Evans. Et donc, la gloire de la Chine maoïste. Ce qui n'est pas exactement les opinions de Simone Veil, qui la regarde et tout. Et c'est très joli parce que, bon, on sent bien qu'elle n'est absolument pas d'accord avec ce que dit Marceline Loridan. Oui. Mais à la fin, elle dit non, enfin, moi, ce régime, je pense que je n'aurais jamais pu y vivre parce que je suis trop indépendante. J'aurais fait partie de ceux qui auraient été persécutés puisque je ne rentre pas dans le rang. Mais c'est dit tellement gentiment parce que c'est son amie. Il y a les deux, parce que c'était deux personnes tellement différentes. Voilà. Et en même temps, une complicité énorme entre elles. La complicité qui vient des camps. Faut pas avoir peur de le dire, c'est vrai. Parce que Simone Veil a dit à de très nombreuses reprises que, en fait, les seuls avec lesquels elle a pu parler toute sa vie, ce sont ses compagnons de déportation. Et d'ailleurs, le jour de l'enterrement d'Antoine Veil, d'accord, il y a là, Chirac, on voit la photo. Les deux qui entourent Simone Veil, c'est Marceline Loridan d'un côté et Pierre Schaeffer. Et Paul Schaeffer de l'autre. Et il y a les fils derrière. Donc eux, ils sont vraiment la garde rapprochée et Jacques Chirac un peu plus éloigné. Oui, les plus proches, c'est les compagnons de déportation. Ouais, c'est extraordinaire, moi je trouve. Alors également quelques mots sur Simone Veil et Israël. Elle n'a jamais été sioniste. Pour elle, elle était française comme une évidente, mais elle n'a jamais non plus renié. Elle y allait. Et son fils a failli. L'un de ses fils était en kibboutz. Il a failli faire son alia. Pierre-François, son plus jeune fils. Alors je trouve que son rapport à Israël est intéressant et comme toujours chez Simone Veil, assez mesuré. Évidemment, après la guerre, pour elle, c'était hors de question d'aller en Israël, comme des campagnes de déportation le voulaient, notamment des femmes d'Europe de l'Est qui avaient envie de partir d'Israël. Pour elle, elle était française. Ses parents étaient français depuis, notamment son père, depuis des générations. Et pour elle, il était hors de question d'aller en Israël. Mais elle ira souvent, notamment liés à la mémoire de la déportation, pour des événements liés à la mémoire de la Shoah. Et quand elle parle d'Israël, j'aime beaucoup parce que c'est tout sauf, excité. Enfin, elle reconnaît d'ailleurs que c'est facile de parler d'un pays quand on n'est pas aux premières loges et qu'il y a la guerre. Bien sûr. Qu'elle est à distance, qu'elle reconnaît le préjudice qui a été fait aux Palestiniens et qui aurait nécessité d'une justice qui soit rendue, d'un accord entre les deux. Mais enfin, je trouve qu'elle en parle avec beaucoup de prudence. Oui, c'est vrai. Et donc, alors là, pour le coup, elle ne profite pas du tout de sa notoriété pour imposer des vues. Elle reste très mesurée et je trouve dans des propos, la plupart du temps, très justes. C'est vrai. Simone Veil, vie publique, archives privées, Nadine Vasseur, et c'est paru aux éditions Tohu Bohu. Nadine Vasseur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Des projets ? Oui, toutes sortes de projets. Livre. Oui, bien sûr, mais c'est un petit peu tôt pour en parler. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Au revoir. Merci à vous.